Bonsoir, vous m'entendez bien? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité sur Mars. Jusqu'à présent, les gens me disaient vous êtes allé dans l'espace, vous êtes allé sur la Lune. J'ai oui dans l'espace, non sur la Lune. Maintenant, je pourrais dire que j'étais sur Mars. Non seulement je pourrais dire que j'étais sur Mars, mais je pourrais dire aussi qu'il y a de l'eau sur Mars. Et non seulement il y a de l'eau, mais de l'eau liquide. Parce que vous savez, ce qui est très important, c'est de savoir s'il reste des particules humaines sur Mars, et on ne peut pas les trouver dans l'eau glacée, il faut les trouver dans l'eau liquide. Donc il y a de l'eau liquide sur Mars, et je peux en témoigner, donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour compléter ce qu'a dit tout à l'heure Hubert Reeves en introduction, c'est très important d'étudier les étoiles parce que nous sommes de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que quand on regarde la composition d'une étoile, la composition d'un corps humain, on est vraiment similaires. Donc la connaissance des étoiles va nous permettre par la suite de bien connaître ce que nous sommes en fait. Alors mon parcours a été assez simple, hein. J'ai fait l'école de l'air. D'ailleurs, je voudrais saluer un collègue à moi qui s'est déplacé de très très loin pour me voir, qui s'appelle Rossia, qui a fait l'école de l'air avec moi en 1970, promotion Delfino. Vous pouvez le saluer aussi, voilà. Donc on était une promotion d'école de l'air. J'étais dans cette promotion-là. J'étais pas le plus brillant, mais enfin j'ai eu un peu de chance quand même de bien étudier là-bas. Et après j'ai fait pilote de chasse sur avion Mirage SMB2 et Mirage F1. Et après j'ai été pilote d'essai après sur tous les avions. Et quand j'étais pilote d'essai, j'étais à Cazaux et j'ai vu les petits observatoires comme celui que vous avez récupéré ici. Donc je les connais très très bien. C'est de la bonne qualité, je peux vous assurer. Ça va bien résister. Et ensuite, j'avais 3 ans d'expérience comme pilote d'essai lorsqu'on a recruté des pilotes d'essai pour faire le programme Hermès. Pas les sacs à main ni les cravates, c'était le Hermès, messager des dieux, mais c'était la navette spatiale européenne. Alors, j'ai commencé ma carrière d'astronaute avec Hermès. Hermès a commencé avec un poids de 11 tonnes. Elle devait être lancée par la fusée Ariane 5, qui lançait 22 tonnes ou 21 tonnes. Et au fur et à mesure, chaque année, elle prenait 1 tonne. Un peu comme nous d'ailleurs, on grossit un petit peu. Donc Hermès a grossi. Et à un moment donné, lorsqu'elle est arrivée à 22 tonnes, le ministre, qui était Hubert Curien à l'époque, a dit bon, on arrête le projet parce qu'on n'arrivera pas. On a voulu faire trop de choses avec cette navette. Mais il faut savoir que cette navette européenne faisait partie d'un projet global qui avait aussi un module scientifique qui s'appelle Columbus, que je vous montrerai tout à l'heure, et une station polaire et un véhicule de ravitaillement qu'on appelle ATV, transfert automatique, un véhicule de transfert automatique, et ces véhicules sont restés. Donc voilà donc ma carrière. Ensuite, je suis parti en Russie et je vais vous montrer ce que j'ai fait en Russie. Donc la première mission, je l'ai faite, elle s'appelle Antares. Antares comme une étoile. Vous savez très bien que Antares, c'est l'étoile qui est sur la constellation du Scorpion. Et ce que vous voyez ici, c'est la fusée Soyouz. On ne dirait pas que c'est une fusée, mais c'est une fusée parce qu'elle est allongée. Et c'est la seule fusée qui est suffisamment solide pour se permettre d'arriver sur un train à l'horizontale sur le pas de tir. Et une fois qu'elle est sur le pas de tir, elle va être érigée à la verticale en moins de 5 minutes pour être lancée le jour d'après. Donc c'est quelque chose qui marchera très bien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette fusée, elle est faite à Moscou. Elle est amenée par train aussi à l'horizontale vers le centre de tir de Baïkonour, dans le Kazakhstan. Donc 3000 km en train. Imaginez-vous les chemins de fer russes. Ce n'est pas le TER, c'est beaucoup plus viril. Et si la fusée arrive en entier à Baïkonour, elle est bonne pour le service. Si elle a résisté au transport en train, elle est bonne pour le service. Alors, ils font la même chose pour le vaisseau Soyouz, qui est au bout ici, le vaisseau Soyouz. Il vient également en train. S'il résiste aux 3000 km en train, il est bon pour le service. Ils ont pensé à nous faire la même chose pour nous, mais nous, on est quand même assez solide. On vient en avion et ça dure 3 heures. Donc vous avez au décollage tous ces moteurs qui se mettent en route, et ce sont des moteurs anciens. Cette fusée est la fusée qui a fait décoller Yuri Gagarin en 1961. Donc c'est la fusée, et aussi le Sputnik en 1957. Donc cette fusée a été évoluée au fur et à mesure, ils l'ont modifiée légèrement, mais le principe de base, c'est une fusée à 3 étages, avec le premier étage qui sont les 4 morceaux latéraux, le deuxième étage qui se bloque, qui est ici au milieu, et le troisième étage ici, et nous sommes devant ici. Et là, vous voyez la même
fusée avec, ce qui est important, la capsule Soyouz ici et la tour d'éjection. Donc quand vous regardez bien cette fusée, il y a 2 fusées au total. La fusée principale qui est ici, mais cette fusée qui est ici est une fusée qui fonctionne à poudre et en cas de problème au décollage, cette deuxième fusée va permettre de séparer le Soyouz et de l'éjecter vers le haut comme un siège éjectable d'avion de chasse, et cette capsule va se poser à environ 5 ou 8 km de l'explosion. Ce système a fonctionné 2 fois en Russie avec succès. C'est pour ça qu'on se sent un peu plus en sécurité lorsqu'il y a un moyen de secours qu'il y a chez les Russes et qu'il n'y a pas chez les Américains. Alors quand la fusée arrive ici, elle monte à la verticale, les bras que vous voyez sur le côté vont se remettre contre la fusée pour amener l'ascenseur, pour amener les ingénieurs, pour faire les dernières vérifications juste avant le décollage. Là, vous voyez la fusée qui est prête à décoller. Et vous voyez en dessous le Carnot. Le Carnot, c'est un système qui permet d'évacuer les gaz chauds de façon à ce que les gaz chauds ne déstabilisent pas la fusée au décollage. Quand vous voyez les films anciens en noir et blanc qui se passent à la NASA et chez les Russes, mais surtout la NASA, parce que les Russes montraient peu d'images quand même, vous voyez des fusées qui décollent un petit peu et puis qui tombent sur le nez après, parce qu'elles n'avaient pas de Carnot et les fusées étaient déstabilisées au décollage. Avec ce système-là, la fusée part très très bien et elle part à la verticale. Donc le décollage, on monte en ascenseur. Donc quand on monte dans l'ascenseur pour la fusée, imaginez-vous dans un petit ascenseur d'appartement haussmannien à Paris. Vous voyez, donc on monte à 1 ou 2. Alors là, on monte à 2 ou une personne. Donc il y avait 2 Russes, le Russe ici, le Russe là et moi au milieu. Et le maximum du Soyouz, c'est 3 personnes. Donc 3 personnes pour le décollage, 3 personnes pour l'atterrissage. On peut le prendre avec une seule personne, si on veut, ou 2 personnes. C'est possible de le prendre avec un nombre minimum d'astronautes. Et ça, c'est la position lorsque vous êtes assis. Donc imaginez-vous, on est 2 fronts, donc c'est un cercle qui fait 2 mètres de diamètre. Et imaginez-vous être dans une Fiat 500, vous êtes à 2 fronts dans une Fiat 500 en scaphandre. Et là, il faut quand même tenir longtemps pour faire le décollage. Ça, c'est la porte du Soyouz que vous voyez ici. Et on a le scaphandre blanc pour le décollage, donc, qui nous protège. C'est un scaphandre complet qui nous alimente en oxygène, qui nous protège également en pression, de la perte de pression ou du manque d'oxygène. On l'utilise si on a le feu à bord ou un choc de météorite. Alors ils sont serrés, mais ils sont souriants quand même. Alors on est serré dans ce sens-là, on est serré dans ce sens-là aussi. Ça, c'est la position que vous avez au décollage. Donc vous avez juste la place pour mettre dans le baquet votre dos, et vous avez un truc pour la tête ici, mais les jambes doivent être pliées comme ça. Donc vous êtes serré dans ce sens-là, serré dans ce sens-là. Rassurez-vous, on prend cette position-là pendant les séances de simulateur 2 ans avant le décollage, donc on est habitué. La première fois, vous êtes surpris, et après on s'habitue, et après ça devient une seconde nature. J'arrivais chez moi après, je me mettais comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Soyouz, déformé par le Soyouz. Alors là, vous avez le scaphandre qui est gonflé, c'est la position qu'il a lorsque vous avez un problème grave. Donc on gonfle le scaphandre qui va vous tenir en vie pour les problèmes vraiment importants. Et vous avez ici cette barre métallique avec les coupelles ici que vous avez. Et lorsque l'on se pose, ce système-là va toucher vers le haut, grandir de 40 cm, et quand vous touchez le sol, ça va écraser les coupelles métalliques pour amortir l'atterrissage. Donc ce n'est pas un grand confort. Finalement, on décolle. Le décollage, vous arrivez de vitesse 0, altitude 0, au top du décollage, vous décollez, vous montez vers le ciel, et 8 minutes 30 après le décollage, vous êtes à 28 000 km/h en orbite autour de la Terre, et vous passez à faire un tour de la Terre en 1h30. Donc ça va très très vite, l'accélération augmente, le poids de la fusée n'est pas important. Sur la fusée Soyouz, on fait dans les 400 tonnes de poids et 450 tonnes de poussée, donc c'est un rapport poussée-poids un petit peu supérieur à 1, mais comme 90% du poids c'est de l'ergol, c'est du kérosène, on le perd rapidement et l'accélération augmente. On monte jusqu'à une accélération d'environ 4G. Donc vous avez 4 fois votre poids, donc si vous faites 80 kg comme moi, vous faites 320 kg. Imaginez-vous, donc vous êtes compressé dans ce sens-là, et un petit éléphant sur le dos, sur le ventre, de 320 kg. Donc vous montez comme ça avec l'éléphant,
vers le haut, vers le ciel. Ça se passe très très bien. Il y a des vibrations importantes au départ. Les vibrations se calment. Pourquoi? Parce que l'air va se raréfier, donc il y a beaucoup moins d'air. Donc on arrive en hauteur. Et arrivé à 8 minutes 30, vous êtes en apesanteur. Là, il y a un choc important. C'est le 3e étage qui vous pousse vers l'avant. Donc vous êtes poussé vraiment très très fort vers l'avant. L'éléphant va disparaître. Vous êtes en apesanteur. Tout flotte. Tout se met à flotter. Les crayons, les checklists. Là, il faut faire attention parce qu'on perd, ce jour-là, on commence à tout perdre. On n'est pas habitué. En France, enfin en France, sur Terre, en France, je dérape là, hein. Sur Terre, on met tout dans les poches, ça tient par gravité dans les poches, mais là, dès que les poches sont ouvertes, eh bien, c'est pas la même chose, on commence à perdre beaucoup de choses, donc il faut faire très attention. Donc voilà, vous avez le Soyouz qui est maintenant libéré de sa fusée, qui est retombé à Baïkonour ou bien sur la mer. Et à l'époque, donc en 92, pour mon premier vol, il fallait 2 jours pour tourner autour de la Terre et augmenter la vitesse du Soyouz tout doucement pour arriver tout doucement à faire le contact, l'arrimage avec la station Mir. Donc on fait le contact à 30 cm/s, donc imaginez-vous, vous êtes à 28 000 km/h, la station est aussi à 28 000 km/h, et il faut rentrer tout doucement dedans. Mais surtout, on n'a que 800 kg d'ergol, donc on n'a pas vraiment de ressources pour arriver plein pot et mettre les gaz à toute vitesse, et ensuite freiner. Ce n'est pas comme sur un avion, si vous réduisez les gaz, rien ne freine. Donc il faut arriver avec la consommation minimum, et on a 800 kg pour le décollage, l'arrimage, 6 mois dans l'espace pour faire les choses comme remonter la station ou bien changer de point d'ancrage et revenir au sol. Donc il faut être assez économe. Donc vous voyez le Soyouz ici de face. Ceux-ci ne sont pas les ailes mais les panneaux solaires. Vous avez le radar pour l'arrimage. Et là vous voyez en travers, cette petite pointe va rentrer dans la station et va faire l'arrimage. Là vous avez le module orbital, la capsule avec laquelle nous décollons et avec laquelle uniquement nous rentrons au sol, et le compartiment moteur qui est ici. Donc une fois qu'on a fait l'arrimage, à l'époque c'était 2 jours, maintenant on le fait, on a des ordinateurs beaucoup plus puissants, c'est comme à la maison, on a des ordinateurs vraiment extrêmement rapides, donc maintenant on a le vecteur vitesse du vaisseau qui est synchronisé avec la vitesse de la station, et on arrive à avoir un calcul pour les calculateurs et pour les moteurs qui est extrêmement précis. On arrive à s'arrimer en 5 heures. Donc moi de mon temps c'était 2 jours, maintenant c'est 5 heures. C'est 2 jours de perdu bien sûr, parce que chaque jour dans l'espace coûte très très cher, donc il vaut mieux gagner du temps dans cette fonction d'arrimage. Donc là vous voyez on est torse nu, c'est pas pour faire joli ni pour jouer au chip and Dale, mais parce que dans cette expérience, dans ce premier vol que nous avons fait, on a fait des expériences médicales. La plus grosse c'était l'échographie. Donc, on voulait savoir comment l'organisme se modifie dans l'espace, notamment le cœur, l'estomac, le rein, le foie et différents organes. Et donc, on fait les mesures comme un peu avec une radio, avec un échographe qui est un as de cœur, qu'on appelle as de cœur, qui est ici. Et cet échographe avait été miniaturisé, donc rappelez-vous, c'était dans les années 90, de façon à ce qu'il rentre dans la porte du Soyouz. Donc il était vraiment très très petit, on devait compresser un max. À l'époque, j'allais chez le médecin, les échographes, c'était des grandes armoires murales qui faisaient 1 mètre ou 2 mètres de haut. Et bien là, on a réussi à amener ce système-là. Et on a mesuré toutes les images de notre cœur et de notre corps le premier jour du vol, mais également les autres jours, jusqu'au dernier jour du vol, pour savoir comment l'évolution se faisait. Donc on a appris beaucoup de choses pour la longévité de l'être humain, pour faire des vols de plus en plus longs, mais en sachant ce qui se passe quand même de façon assez précise dans le corps humain. Donc là, on a couplé ce vêtement Chibis, qui est un vêtement, imaginez-vous, la moitié d'un vêtement Michelin, du bonhomme Michelin, donc c'est la moitié, on a la partie du bas, et on a une ceinture ici qui est une ceinture en néoprène, et ce vêtement, ce pantalon, est utilisé 15 jours ou 3 semaines avant l'atterrissage pour permettre aux astronautes de se remémorer la façon dont ils avaient leur système cardiovasculaire sur Terre. Quand vous allez dans l'espace, c'est extrêmement agréable, mais vous avez quand même des effets négatifs. Tous les liquides, le sang et les liquides partent des pieds, vont monter à la tête. Donc au bout de 2 jours, vous avez les jambes comme un poulet, qui est assez surprenant, et vous avez la tête qui gonfle énormément. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est pas grave en soi, mais c'est grave parce que si vous rentrez sur Terre, et si vous avez un conditionnement cardiovasculaire qui n'est pas parfaitement
parfaitement bon et parfaitement résistant, vous risquez d'avoir une descente du sang très rapide vers les jambes et vous risquez une syncope. On veut éviter la syncope, bien sûr. Donc, on s'entraîne avec ce petit vêtement ici. Et quand on était dans l'espace, enfin, les Russes mettent la pression, mettent 0,5 bar, puis 1 bar, puis 1,5 bar. Et quand vous commencez à avoir les premiers symptômes de perte de connaissance, on diminue cette pression de façon à savoir ce qu'il en est. Nous, on a fait de façon précise parce que chaque échographe est couplé avec un Doppler. Donc la fonction Doppler de l'échographe, on l'a prise avec le vêtement de Chebyshev, donc on savait exactement combien de sang quittait le cerveau pour aller vers les jambes. Donc c'était une façon d'utiliser un moyen d'observation scientifique comme moyen opérationnel pour les vols spatiaux. Alors ça, c'est l'intérieur du bloc de base de la station Mir, qui n'existe plus, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il faut savoir que la station spatiale aujourd'hui, le segment russe de la station est exactement le même que celui du bloc de base de Mir. Donc si vous voyez l'intérieur aujourd'hui, c'est un petit peu le même volume avec des équipements plus modernes, bien sûr. Voilà, donc là, le deuxième volet scientifique sur lequel on a travaillé, c'est l'équilibre neurosensoriel. Comment l'oreille interne se réadapte dans l'espace, vu qu'on est en apesanteur, les canaux semi-circulaires sont complètement désorientés, désorganisés. On a fait des mesures pour savoir de combien on est désorienté. Là, c'est la partie arrière de la station Mir. Donc, vous avez, ici, on ne le voit pas beaucoup, mais on a une table. On a toujours une table bien construite en apesanteur. Donc, on ne va pas avoir des chaises. On a une table sur laquelle on met nos expériences, autour de laquelle nous dînons, même dans un laboratoire comme celui de la station spatiale. Eh bien, il est important le soir de se réunir. On était 5 à bord, de dîner ensemble, de discuter ensemble, de plaisanter ensemble pour maintenir cette cohésion d'équipage qui est très importante pour nos vols. Donc là, on travaille dans la station avec nos expériences neurosensorielles. Et au bout d'un vol de 15 jours, on se pose au Kazakhstan. Donc, vous voyez, la capsule, c'est ce que vous voyez juste ici. Donc c'est la partie du milieu du Soyouz décollage, qui est juste là. Là, vous avez le parachute qui fait 1000 m². Et vous avez l'ombre portée du parachute et du Soyouz. Et lorsque vous arrivez à 2 mètres de hauteur, vous avez 6 fusées qui vont s'allumer en une seule fois pour amortir l'atterrissage. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. En pratique, on s'est posé à 4 h du matin, en pratique, vous avez vu que les suspentes sont assez grandes. Si vous avez le moindre souffle de vent, le système commence à basculer comme ça, et il n'y a rien pour l'arrêter, bien sûr, et par la loi de la tartine beurrée, on touche en général, non pas ici, mais on touche sur le côté. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et je vais vous montrer l'atterrissage avec les allumages des fusées. Et ça, c'est mon atterrissage. Donc, vous voyez la capsule qui est derrière. Donc, on a touché sur le côté. Donc, si vous touchez sur le côté, vous commencez à rebondir, bien sûr. Alors, c'est pas très agréable. Imaginez-vous, à l'atterrissage, vous prenez 15 G. Donc, au décollage, on prend 3 G et demi de façon lente et progressive. Là, on prend 15 G en un seul coup. C'est moins d'une seconde. Donc, c'est pas très important. Il faut juste ne pas avoir la langue entre les dents. Sinon, après, vous ne pourrez plus faire de conférences pour le reste de votre vie. Et donc, c'est un choc un petit peu dur. Mais le siège est moulé sur vous. Donc, vous avez quand même un contact parfait entre votre dos et le siège. Et il n'y a pas de problème majeur. Et vous avez cette photo avec les petits titanes du Kazakhstan. Donc, on se pose en plein milieu de la steppe du Kazakhstan. Donc, c'est un carré qui fait 400 km par 400 km. Si jamais il y a des erreurs d'atterrissage, on ne risque pas de tomber sur une église. On est bien là au centre du désert. Et les Kazakhs viennent nous rejoindre avec le petit Titane. Et cette photo vous montre 50 millions de transports humains. Entre le transport à pied, en âne, en vélo, en voiture, en avion, en locomotive, et j'en passe. Maintenant en avion électrique. Vous voyez, à chaque fois qu'on a inventé un moyen de transport, on n'a jamais fait de régression. C'est important de savoir que sur le plan philosophique, on n'a jamais régressé dans nos moyens de transport. Ce moyen de transport, il est court. On l'a inventé il y a 50 ans à peu près. Sur 50 000 ans, c'est rien. Et on est au début de l'exploration spatiale. C'est pour ça que vous, sur Mars, à village de Mars, de voyager dans les étoiles et de surveiller les étoiles, c'est très important parce que tout l'avenir de notre vie, que ce soit l'énergie, que ce soit nos connaissances, passeront par l'espace. Et donc à l'atterrissage, vous voyez la steppe du Kazakhstan avec les hélicoptères qui viennent nous rejoindre. Ça, c'est une tente un peu comme une tente Décathlon, mais un peu plus grande, qu'ils ont gonflée avec le signe
de l'hôpital pour vérifier pendant 1 heure si on est bien correct. On reste allongé, bien sûr. Ils ont toujours peur qu'on ait une syncope, donc on mesure le pouls, la pression artérielle. Et après, on rejoint en hélicoptère l'aéroport d'Almaty. Et de là, on rejoint ou Moscou, ou bien Houston, ou des fois on rejoint Cologne quand c'est un astronaute européen. Donc deuxième vol, c'est sur la navette Columbia en 99. Donc premier vol en 92 sur Soyouz. Quand je suis rentré en 92, j'ai appris que la navette Hermès était arrêtée. Donc j'étais un peu au chômage, on va dire. Mais les Américains, à l'époque, commençaient à travailler sur une station spatiale internationale, principalement faite entre les Américains et les Russes. Et ils cherchaient des gens de l'Ouest qui parlaient le russe et qui avaient une connaissance sur le matériel russe. Donc il y avait Jean-Loup Chrétien et moi-même. On sortait juste frais et moulu de nos vols en Russie. Et la NASA nous a demandé de venir travailler avec eux. Donc on a travaillé avec eux et j'ai volé en 99 pour lancer ce télescope. Là, c'est la maquette du télescope, qui est le télescope Chandra, qui va récupérer les rayons X qui viennent des étoiles qui ont éclaté et surtout des phénomènes particuliers comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons ou les quasars. Donc vous regardez avec le télescope ici les rayons optiques, nous on regarde les rayons X. Alors c'est un vol particulier parce que 5 jours, on était un vol court, parce qu'on était avec un télescope qui était extrêmement lourd, c'était la charge utile la plus lourde jamais envoyée par la NASA, donc c'était un télescope lourd, centré arrière, donc on a fait un vol de 5 jours à 5 personnes. On n'avait pas 1 kilo de plus pour prendre de l'eau ou de l'oxygène pour les astronautes, donc on était vraiment au minimum. Et le premier vol, commandé par une femme, Aline Collins, qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai de l'armée américaine, et elle a été à la NASA, elle a fait 2 vols comme copilote, et c'était son 3e vol, elle était comme commandant de bord, et ça s'est extrêmement bien passé. Donc c'était une bonne mission. Donc vous voyez l'équipage juste avant le décollage, devant la navette Columbia, qui est prête à décoller. Et vous voyez cette structure ici qui va tourner sur la station, avec cette partie blanche qui va se mettre sur la navette, quand les portes sont ouvertes, et qui va faire un endroit vraiment propre, sans poussière, pour y mettre les appareils scientifiques ou les télescopes. Donc le décollage, on a décollé à minuit, on s'est posé aussi à minuit. Un décollage beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus important en sensation que le décollage russe. Là, sur les Russes, on était à 450 tonnes de poussée sur 400 tonnes de poids, donc on avait un rapport poussée-poids pratiquement supérieur à 1, avec un poids léger. Là, on est à 2000 tonnes de poids et on est à 3500 tonnes de poussée. Donc c'est vraiment, vous décollez, vous recevez un coup de pied au derrière assez important, parce que ce sont 3 moteurs kérosène, pas des moteurs kérosène, mais c'est 3 moteurs cryogéniques, donc oxygène et hydrogène, qui ont une impulsion spécifique supérieure au kérosène. Et en plus, vous avez 2 boosters à poudre sur le côté qui ont vraiment une poussée très très forte. Le booster à poudre, il est large comme cette salle ici. Il y en a 2 comme ça, donc ça pousse vraiment très très fort. Ça pousse tellement fort qu'au décollage, 30 secondes après le décollage, on est obligé de réduire les 3 moteurs principaux au ralenti. Donc imaginez que vous allez dans l'espace et à 30 secondes, les 3 moteurs au ralenti minimum pour éviter de dépasser la vitesse max, qui correspond à un facteur de charge max de 3G. On ne peut pas dépasser 3G avec la navette pour éviter qu'elle se torde et qu'elle se déforme. Et pour éviter d'avoir ces 3G associés au Qmax, qui est là où nous avons la vitesse max associée avec la densité de l'air maximum. Donc on est obligé de ralentir à cause des couches denses de l'atmosphère. Une fois qu'on est monté, donc 1 minute 30 après, on est suffisamment haut, on est déjà à plusieurs kilomètres d'altitude. Là, l'air est raréfié, on peut rajouter plein pot, et là on peut aller jusqu'à l'orbite. Le temps pour arriver en orbite, c'est le même, c'est 8 minutes 30 pour arriver à 28 000 km/h. Donc c'est pratiquement la même chose, le temps d'arrivée est exactement similaire. Vous voyez qu'une fois qu'on a arrivé dans l'espace, on a ouvert les portes de la navette, on voit le télescope Chandra. Le télescope est ici, c'est un télescope où les rayons X vont ricocher sur des paraboles de miroirs qui sont à l'intérieur. Donc ce n'est pas un système classique, c'est un système de miroirs paraboliques qui est surfacé de façon parfaite, de manière à avoir le meilleur détail. Et le moteur est à l'arrière ici. Donc une fois qu'on est arrivé dans l'espace, on a ouvert les portes de la navette pour voir le télescope, savoir s'il n'y a pas de dégâts bien sûr.
Ensuite, on l'a déployé à 30 degrés, à 60 degrés. On a coupé les cordons ombilicaux et on l'a déployé dans l'espace. Il devait partir en 1999 pour une durée de 5 ans. C'était la durée minimum du vol. Ça fait 15 ans ou 16 ans qu'on a décollé maintenant. Il est toujours dans l'espace, il fonctionne bien. Si vous allez sur Internet, vous faites Chandra, vous trouvez les images de télescope qui sont faites et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, ensuite, donc, on a décollé à minuit, on a déployé à 7 h du matin. Donc, chez les Américains, à la différence des Russes, c'est travail non-stop. Vous décollez, il n'y a pas une minute pour aller aux toilettes ou pour manger, c'est travail, travail, travail. Donc à 7 h du matin, on a déployé, on était contents. Moi, j'étais toujours avec ma combinaison sur moi. À 7 h du matin, on a rangé les scaphandres, on a rangé les sièges, on s'est couché. Le lendemain, on s'est réveillé. Et après, on a travaillé sur les expériences secondaires. Donc là, vous voyez des cellules qui sont contenues dans du froid, à moins 250 degrés, et on va étudier leur séparation des cellules en apesanteur. Là, c'est Cathy Coleman qui travaille sur des plantes. Les plantes, elles sont importantes parce que quand nous ferons un voyage lointain sur Mars, pas sur Mars ici, mais l'autre Mars, on aura besoin d'économiser notre poids pour aller sur Mars en tant que nourriture et en tant que eau. Donc il faut qu'on puisse faire nos salades nous-mêmes. Et là, c'est les premières salades que nous faisons dans l'espace. On étudie comment les salades se comportent. Enfin, ce n'est pas des salades, mais ce sont des plantes pour voir comment elles se comportent dans l'espace. Là, la navette, comme la station, ce sont des écosystèmes. Donc, on respire de l'oxygène, donc on fabrique de l'oxygène ou on le prend par les piles à combustible dans le cas de la navette. Par contre, le gros danger, c'est le gaz carbonique que nous déployons. Et à ce moment-là, il faut absorber ce gaz carbonique avec des cartouches que vous voyez ici. Donc, on a une cartouche ou deux en fonction de la durée de l'équipage, de la taille de l'équipage, qu'on doit mettre en fonctionnement tous les jours. Là, je travaille sur une expérience faite par des étudiants du Chili sur comment les coccinelles mangent dans l'espace. Donc, les coccinelles mangent bien dans l'espace. Là, c'est le commandant de bord qui est vraiment avec le pilote, qui sont dans la partie du bas. Donc, la navette a 2 étages. Donc, il y a la partie du haut, le flight deck et le mid deck. Là, ils sont en train de travailler avec l'ordinateur pour communiquer avec le sol. Et là, c'est la partie du haut de la navette. Donc, c'est un avion où les équipements de pilotage sont des équipements comme sur un avion, comme sur un Boeing. Et alors, dans l'espace, nous faisons du sport. On doit faire 2 heures de sport. Comme je vous l'ai dit, les problèmes que nous avons, c'est la montée des liquides vers le haut, mais aussi la perte de calcium. On perd de l'os. On perd très rapidement de l'os. En 18 jours, on peut perdre de l'os jusqu'à un point qui est irréversible. Donc, la seule façon de contrer cette perte osseuse, c'est de faire du muscle et surtout de donner du stress à l'os. Et la seule façon, enfin une des façons de le faire, c'est de courir sur un tapis roulant. Oui, le tapis roulant est ici, mais comme vous flottez dans l'espace, vous avez des ressorts que vous mettez à droite et à gauche. Donc si vous faites 80 kg, vous faites 40 à gauche, 40 à droite. Si vous êtes fatigué, vous faites 20 et 20. C'est ce que je faisais, 20 et 20. Puis les jours étant forts, on met 30, 30. C'est comme on veut. Mais ce qu'il faut, c'est en faire quand même 1 heure par jour sur le tapis roulant. Et après, vous faites 1 heure sur le vélo ergomètre. Donc vous faites 2 heures de sport par jour. Imaginez-vous, si vous faites 2 heures de sport par jour au sol pendant quelques mois, vous êtes en super forme. Donc c'est une façon de maintenir cette ceinture musculaire. Et quand les astronautes se posent après, ils ont suffisamment de muscles pour pouvoir marcher, pour avoir un peu leur équilibre et surtout pour diminuer cette perte de l'os. Donc là, on est dans la partie encore du mid-deck, la partie du bas. Donc c'est pas très haut, hein, ça fait même pas 2 mètres de haut. Donc si vous courez, il ne faut pas courir trop en hauteur, sinon vous touchez la tête. Alors, d'après vous, quel est cet engin? Je vous laisse deviner. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé, voilà. C'est bien ça. À chaque conférence, les gens disent comment vous allez aux toilettes? Ben voilà les toilettes. Alors les toilettes sont bien, c'est très très bien. Comment dirais-je? Vous pouvez très bien aller avec Paris Match et le L, c'est possible. Mais si vous allez un jour dans l'espace, ce que je vous recommande, c'est de ne pas y aller à la dernière minute. Parce que quand vous allez dans les toilettes, il faut attacher les pieds ici. Il faut mettre ces petits morceaux blancs sur les cuisses, de manière à ne pas décoller vers le haut. Parce que si vous décollez vers le haut, vous n'aurez pas l'étanchéité ici, et là des choses vont se passer parce que vous êtes en apesanteur. Rappelez-vous que tout flotte. Tout flotte. Et alors le plus important, une fois que vous êtes assis sur cette toilette et bien fixé, avec elle ou Paris Match entre les mains, il ne faut pas oublier que là il y a une petite checklist qu'il faut faire. Il faut faire une vérification et une checklist pour mettre ces interrupteurs-là dans le bon sens. Et si vous le mettez dans le mauvais sens,
les toilettes sont cassées. Et quand vous êtes dans un vol, dans l'espace, avec des toilettes cassées, en général, les autres collègues ne vous aiment plus pendant longtemps. Parce que vous avez une façon numéro 2 d'aller aux toilettes, qui sont les couches-culottes. Et garder les couches-culottes pendant 15 jours ou 3 semaines, c'est pas très agréable. Donc voilà les toilettes. Comment nous dormons dans l'espace? On se met dans les sacs de couchage pour ne pas avoir trop froid. Et puis c'est facile pour se mettre dedans. Et vous les attachez avec du velcro. Alors vous pouvez mettre au sol ou sur le côté ou vers le plafond, comme vous voulez. Alors certaines personnes ont du mal à dormir parce que comme vous flottez, tout flotte. Les bras flottent, vous voyez, les bras flottent aussi. Mais la tête flotte également. Et certaines personnes ont besoin d'avoir le référentiel du toucher de l'oreiller sur la nuque. Donc certaines personnes n'arrivent pas bien à dormir sans le toucher. Alors dans ces cas-là, vous mettez un oreiller avec du velcro, un petit velcro que vous fixez ici, et là vous avez un contact sur la nuque et vous dormez beaucoup mieux. Donc vous faites un peu comme vous voulez pour être bien. Et ici je vous présente le vélo ergomètre. C'est un vélo sans selle. La selle n'est pas nécessaire dans l'espace bien sûr. Donc vous avez les 2 pédales ici et le système qui est au milieu. Et vous l'utilisez avec les jambes mais aussi avec les bras. Encore une fois, pour vous muscler le maximum, comme vous pouvez, dans un encombrement réduit. Alors la partie la plus importante et la plus agréable quand on est dans l'espace, c'est bien sûr flotter en apesanteur, mais c'est également la vue de la Terre. Donc on a des caméras assez importantes. Vous voyez les hublots qui font quand même 50 cm par 50 cm. Il y en a 4 comme ça, donc vous voyez vraiment bien la Terre. Et on vole sur le dos, donc on voit vraiment ce qui se passe en dessous. Et donc vous voyez... ça, c'est Bora Bora, ici. C'est ce que vous voyez avec un appareil à focale 50 mm, donc c'est vraiment ce que vous voyez à l'œil nu. Si vous êtes dans l'espace, vous voyez ces images-là quand vous passez au-dessus de Bora Bora. Ce n'est pas un jour où il y a des nuages, c'est pas comme ici. C'est un jour clair, il y a beaucoup de nuages sur Terre, bien sûr. Et ça, c'est autre chose. Donc on voit bien les nuages, on voit bien les contours côtiers, on voit bien les hauts fonds, la barrière de corail aussi. Ça, c'est une image qui est prise sur la cordillère des Andes, donc on se croirait sur Mars, c'est pas Mars. C'est la cordillère des Andes, c'est le lac Laguna Verde, donc on est à 5000 mètres de hauteur. Tout est gelé, bien sûr. On dirait que c'est une autre planète, mais c'est vraiment sur Terre. Et là, c'est une photo qui est prise de Madagascar, on voit le lever de soleil, mais comme le soleil est à 45 degrés, ça donne ces images dorées. On voit bien le contour. Vous voyez les nuages qui arrivent sur la côte ici. Alors ça, c'est Cebu City avec les incendies et les dépôts de sédiments. Vous voyez, le sable qui se dépose ici, la mer est ici, et les incendies. Beaucoup d'incendies. Donc ce qui choque quand on va dans l'espace, il y a plusieurs choses qui choquent. C'est les incendies sur Terre, des incendies en permanence, soit déclenchés par l'être humain, soit déclenchés par des orages. C'est aussi la couche de l'atmosphère, donc c'est une couche qui fait 100 km. Quand vous êtes à 400 km, ça fait un trait de crayon, c'est une couche minime. On se dit que si cette couche arrive à disparaître, eh bien on serait vraiment très très mal. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit de la Terre? Voilà, très bien. Vous avez vu la conférence déjà, c'est ça? Non. Alors, le détroit de Gibraltar, mais on voit bien, oui, avec les phénomènes de marée qui montent et qui descendent, on voit bien le courant et les ondes qui sont formées par les courants ici. Et est-ce que vous reconnaissez cette image-là? Oui, voilà. Vous avez vu la conférence aussi. Vous voyez, le Caire est ici, les pyramides. Alors les gens posent la question, est-ce que vous voyez les pyramides? Est-ce que vous voyez la muraille de Chine? On les voit si vous avez vraiment un angle de 45 degrés par rapport à l'objet et si vous êtes un petit peu décalé par rapport à l'objet. Donc il faut vraiment travailler avec les ombres pour bien voir les phénomènes terrestres. Moi, une fois, il m'est arrivé à mon premier vol, au 2e, 3e jour, j'étais un peu fatigué, c'est vrai. On passe au-dessus des USA et je passe au-dessus du Grand Canyon. Et le Grand Canyon, je le voyais à l'envers. C'est-à-dire, je le voyais comme une montagne. Alors je dis à mes collègues russes, mais quelle est cette montagne? Michel, c'est le Grand Canyon, c'est pas une montagne. Donc on peut avoir, avec un soleil qui est pile au zénith, on peut avoir des effets aussi d'illusion qui sont assez importants. Là, une belle vue de l'Italie, donc ça c'est immanquable. Alors la plus belle chose vue de l'espace, c'est quand même le bassin méditerranéen. Les couleurs sont d'un bleu intense. Les contours côtiers entre l'Italie et la Grèce, c'est vraiment fabuleux. Et c'est vraiment un très joli endroit. Ça, c'est aussi un très joli endroit entre le Pakistan et l'Afghanistan. Vous voyez, c'est un moébus qui est fait de terre. On voit toutes les couches de stratification de la Terre. Vous voyez la taille du nuage à côté. Vous voyez la grandeur de cet endroit-là.
Et donc, après un vol court, comme j'ai dit, de 5 jours, on est rentré au sol. Donc, scaphandre blanc chez les Russes, scaphandre orange chez les Américains. Même chose, même tâche, le scaphandre vous maintient en vie si jamais vous avez une explosion ou une perte d'oxygène. Et pour ne pas avoir trop chaud, on a ce vêtement bleu en dessous, qui est avec des tuyaux d'eau branchés sur un climatiseur. Donc, vous arrivez à refroidir le corps humain si jamais la température montait un peu trop. Et donc, on met le scaphandre pour l'atterrissage. On met le casque juste avant la rentrée dans l'atmosphère. Et vous voyez, l'horizon est ici. Donc, on tourne la navette. Donc, la navette, elle est sur le dos. À la rentrée, vous la mettez un petit peu à l'avant, bien sûr, pour les vérifications. Après, elle se met en marche arrière. On freine la vitesse. En freinant la vitesse, vous allez descendre. Et une fois qu'on a freiné la vitesse, on attaque les filets d'air pour arriver à 40 degrés d'incidence. Donc, vous arrivez à 40 degrés, vous rentrez dans l'atmosphère à 40 degrés. Donc on rentre à 28 000 km/h, on va transformer cette vitesse en température pour freiner cette vitesse, pour arriver à une vitesse normale. On se pose comme un planeur. Les moteurs que nous avons au décollage ne servent qu'au décollage, ne servent pas à l'atterrissage. C'est un planeur hypersonique. Donc quand vous rentrez, vous voyez, on est en train de rentrer sur Houston, ça c'est la Saturn V qui restait à Houston, et là on est à Mach 15, dans 15 000 à l'heure. On brûle les couches de l'atmosphère, et cet air brûlé laisse une espèce de couche dans l'atmosphère qu'on arrive à voir, cette tracée blanche ici. Ce n'est pas une traînée de condensation, c'est vraiment une traînée d'air qui a été brûlé. Et on se pose comme un planeur hypersonique. On est posé, on arrive juste en finale. Quand on arrive à 500 pieds, on sort le train parce qu'on n'a pas beaucoup de portance. On arrive en finale à 600 à l'heure et 20 degrés de pente. Et on touche à 400 km à l'heure sur la piste. Et on ouvre le parachute pour contrôler la vitesse, pour diminuer la vitesse. La piste fait 5000 mètres, mais c'est quand même bien d'avoir un parachute pour être sûr de bien freiner. Et l'équipage, juste après l'atterrissage, donc c'est la tradition et le nez de la navette. Donc on fait le tour de la navette pour 1 heure après en tant que symbole. Alors donc ça c'est la première photo prise avec Chandra. Donc on a décollé fin juillet. Donc c'est une photo qui a été prise fin août 99 et c'est l'étoile Cassiopée Alpha qui a été prise avant par un télescope en rayon optique. C'est ce que vous avez là-haut, un rayon optique. Ça, c'est Rosat, qui est un télescope rayon X première génération, qui a été lancé il y a 20 ou 25 ans. Et ça, c'est l'image de Cassiopée prise par Chandra 1 mois après l'atterrissage. Et ce que vous voyez, c'est que vous voyez un détail beaucoup plus important que ce qu'il y a ici. Mais surtout, vous voyez quand même une partie qui a une couleur différente et qui est vraiment très très stable ici. C'est une étoile à neutrons. Et cette étoile à neutrons, on a découvert avec Chandra qu'elle était en rotation sur elle-même. C'est-à-dire que quand une étoile explose, toute son énergie va se ramasser sur une étoile à neutrons qui a un magnétisme extrêmement fort. Ça, c'est la taille de la Terre. Et c'est pour ça qu'à l'extrême, quand c'est une étoile à neutrons, à l'extrême, ça devient de la matière noire ou un corps noir. On ne le voit pas au rayon optique, mais ils ont un magnétisme tellement fort qu'ils dégagent des rayons X qu'on récupère avec notre télescope. Et donc on arrive à voir tous les phénomènes qui sont comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons ou des quasars. Tous ces phénomènes stellaires arrivent à être vus avec Chandra. Aujourd'hui, 15 ans après le lancement de ce télescope, qui est associé d'ailleurs avec le télescope XMM lancé par les Européens, on n'a pas atteint, avec Chandra, qui est un téléobjectif, on n'a pas atteint les limites de sa portée. Donc on regarde toujours plus loin, on ne sait pas jusqu'à quand on pourra atteindre l'étoile la plus lointaine. Alors donc maintenant je vous parle plus de mes vols qui sont de l'histoire, mais maintenant de l'actualité, qui est la Station spatiale internationale, qui va passer au-dessus de Mars ce soir à minuit. Donc moi j'ai fait mon travail, vous m'avez demandé de faire venir la station sur Mars, elle passera ici à minuit. Vous deviez arrêter la pluie, donc le deal, ça va entre nous deux. Donc ça c'est la première mission de la Station spatiale, un élément russe lancé de Baïkonour avec une fusée Proton, un élément américain lancé par la navette, c'est le nœud numéro 1, lancé de Cap Canaveral. Et les deux ont fait un arrimage grâce au bras robotique canadien. Donc l'ensemble s'est arrimé. C'est la première mission de la station spatiale faite en 1998. Et ensuite, la mission s'est montée, la station s'est montée comme un Lego, que vous allez voir. Et
Elle grandit tout doucement. Vous avez les panneaux solaires nouvelle génération américains qui sont exportés de manière à éviter les phénomènes de masse. Les panneaux solaires russes, le Soyouz qui est ici avec ses petits panneaux solaires, le véhicule service module qui est la copie de Mir que je vous ai montré tout à l'heure à l'intérieur, le FGB qui était le premier élément lancé, le laboratoire américain, les radiateurs ici. Et vous voyez la photo complète avec les 4 ensembles de panneaux solaires qui tournent dans tous les sens, donc ils tournent dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour avoir toujours le soleil qui va taper perpendiculaire au panneau solaire pour avoir le maximum de courant, parce que dans ces stations modernes, on consomme beaucoup de courant, on a des ordinateurs, des éléments, tout fonctionne avec du courant, et donc il faut vraiment beaucoup d'électricité. On a la navette américaine, le bras robotique canadien, on a le module scientifique japonais Kibo, le module européen Columbus, fait par les Européens, l'Agence spatiale européenne, donc les Français sont participants. Ça, c'est le laboratoire américain. Le nœud numéro 2 qui est fait en Italie, mais fait aussi par l'Agence spatiale européenne. Le treillis métallique où sont les panneaux solaires. Sur ce treillis, vous avez un petit train qui va chercher les panneaux solaires quand ils sont cassés. On les change, on remet un neuf, on enlève l'ancien. Ici, la partie russe, les radiateurs qui sont ici. L'ATV, qui est le vaisseau de transfert automatique, lancé par Ariane 5 du centre de Kourou, et qui va s'arriver automatiquement sur la station avec un arrimage laser. Nous sommes les seuls au monde à maîtriser cet arrimage laser, et nous avons fait 5 missions réussies avec cette ATV. Et donc vous avez une mission complète de la station spatiale. Il manque une chose sur cette photo. Il y en a qui répondaient tout à l'heure, qu'est-ce qui manque sur la photo? Quelque chose de simple. Il manque le photographe. Le photographe est dans un Soyouz, et c'était la seule fois, c'était la dernière mission de la navette, et c'était la seule fois où les Américains ont autorisé un Soyouz à faire le tour de l'ensemble de l'ISS et de la navette, à faire des photos et des films. D'ailleurs, c'est un Italien de l'Agence spatiale européenne qui a fait cette photo et ce film, parce que les Américains avaient peur qu'il y ait une collision. Mais ils se sont dit, c'est dommage, c'est la dernière mission de la navette, il faut faire une photo historique. Cette photo est une photo historique. C'était vraiment quelques jours ou quelques mois avant la fin des vols de navettes spatiales américaines. La station vole toujours, mais la navette ne vole plus. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a 2 choses importantes. C'est que ça, c'est une vue d'artiste faite il y a plusieurs années avant, plusieurs dizaines d'années avant qu'on fasse la station spatiale. Et ça, c'est la station telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous avez une parfaite superposition entre le plan initial et la réalisation. C'est aussi une station qui a été faite entre principalement 2 pays ennemis, entre les Russes et les Américains, qui ne s'entendaient pas, qui ont été en guerre pendant longtemps. Malgré tout, ils ont fait cette station ensemble. Malgré tout, aujourd'hui, où il y a des problèmes avec l'Ukraine, tous les astronautes américains décollent en Soyouz de Baïkonour vers la station spatiale et reviennent avec le Soyouz aussi. Et donc aussi cette coopération, donc le premier homme dans l'espace qui était un Russe, Yuri Gagarin, le premier Américain sur la Lune, donc c'était la guerre, enfin c'était la lutte, une confrontation au départ. De cette confrontation est arrivée une coopération. Donc c'est pour ça que des fois les gens disent « mais ça va lentement l'espace, on n'en parle plus comme avant ». Parce que quand il n'y a plus la confrontation, ça ralentit. Les choses se ralentissent bien sûr. Il y a beaucoup moins d'appels pour les budgets, donc les budgets de l'espace diminuent régulièrement, mais restent quand même à un minimum assez important. Il reste un minimum, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc la station est grande. Tout à l'heure, quand vous aurez trouvé l'interrupteur pour la pluie, on verra la station. Elle est très grande, on la voit à l'œil nu. Vous voyez, c'est comme un terrain de foot. La taille, c'est 100 mètres par 100 mètres, 450 tonnes. Donc c'est le poids de la fusée russe environ. 1200 mètres cubes. 1200 mètres cubes, ça veut dire quoi dans l'espace, 1200 mètres cubes? Eh bien, quand vous êtes dans l'espace, quand vous flottez, vous avez 50 cm devant vous, 50 cm derrière vous. Donc il faut 1 mètre. Dans 1200 mètres cubes, c'est 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés pour 6 personnes, c'est quand même pas mal. C'est pas la crise du logement. Moi, quand j'étais sur Mir, il y avait beaucoup moins que ça. On était 5 à bord. J'avais quand même un module de 60 mètres cubes pour moi tout seul. Donc 60 mètres carrés, c'est bien, avec un beau panorama, vraiment sympathique. 28 000 km à l'heure, c'est la vitesse d'équilibre. Ça fait 8 km/s. Ça va très vite. Très très vite. Je me suis fait avoir la première fois. À l'époque, j'étais pilote de chasse, d'essai à Cazaux. Je me dis, je vais faire une belle photo d'Arcachon. Il fait beau sur la France, qui est rare.
Donc je prends mon appareil photo, j'arrive sur Arcachon, je prends la photo, j'étais en Italie. J'ai loupé la photo. Donc le coup d'après, j'étais à New York. Et de New York, je commençais à viser la France et la dune du Pilat. Et là, j'ai pris des photos avant. Là, j'ai pris une photo verticale Arcachon de la dune du Pilat. Le plan fait 51 degrés 6. Ça veut dire que par rapport à l'équateur, vous êtes à 51 degrés. Donc vous surveillez toutes les parties habitées du monde. Donc c'est une orbite qui est pratique pour faire plusieurs tâches comme de l'observation des forêts, des zones habitées. Mais c'est aussi une inclinaison qui est bonne parce que si vous allez au-dessus, vers 70 degrés, vous perdez les protections des ceintures de Van Allen et vous recevez trop de radiation sur le corps humain. Donc c'est vraiment un bon compromis. Mais surtout parce que si vous faites un trait entre Baïkonour et la frontière de la Chine, ça fait 51 degrés. C'est-à-dire quand on décolle de Russie pour éviter que les morceaux tombent sur la Chine, eh bien 51 degrés 6, c'est vraiment la bonne inclinaison. 350 km, c'est une altitude qui varie. Vous avez vu que la station est grande, 100 mètres par 100 mètres. Quand on dit l'atmosphère s'arrête à 100 km, il reste quand même au-dessus de l'atmosphère quelques particules d'air. Ces particules d'air tapent sur la station et la station descend tous les jours, environ 500 mètres par jour. Donc il faut régulièrement remonter la station, soit avec notre véhicule ATV, que j'ai montré tout à l'heure, qui est ici à l'arrière, soit avec les vaisseaux Soyouz, soit avec les moteurs de la station qui ont également des alimentations avec ergol. Alors, quand est-ce qu'on remonte la station? Eh bien, nous avons des radars qui sont au sol, qui annoncent les météorites qui vont taper sur la station. Dès qu'un météorite arrive sur la station, c'est pas comme dans le film Gravity, nous, on monte l'altitude de la station pour passer au-dessus du météorite. Alors, en général, on a suffisamment de délai pour monter au-dessus, mais comme la sécurité vous impose d'avoir un carré de 50 km autour du météorite, quand ça arrive trop vite et qu'on n'a pas le temps, c'est arrivé une fois dans toute l'histoire, de redescendre la station pour passer sous le météorite. Mais on les voit, on voit les météorites qui font minimum 5 cm. Donc ceux qui arrivent, qu'on voit, on les évite. Il y a beaucoup de météorites, mais on les évite. Donc là, vous avez vu la partie initiale du décollage, les 2 premières minutes. Donc vous êtes avec les 2 boosters à poudre plus les 3 moteurs cryogéniques. Il y a le décollage, vous avez vu les vibrations à l'intérieur, ça vibre beaucoup parce que les pains de poudre donnent des vibrations très importantes à l'ensemble du système qui décolle. Et une fois qu'on a décollé, on tourne la navette, non pas pour tester le roulis, mais pour prendre son plan d'orbite. Ce sont les mêmes pas de tir que nous avions utilisés à l'époque pour les décollages de Saturne. Donc on utilise les mêmes pas de tir pour Saturne, pour la navette, et dans le futur pour le lanceur Orion et les lanceurs futurs de la NASA. Et ensuite on décolle, et au bout de 2 minutes, les boosters sont vides, donc ils sont éjectés sur le côté, ce que vous avez vu. Ils descendent en parachute dans l'eau, au large de Cap Canaveral. On va les chercher en bateau, on les tracte, on les ramène en bateau à Cap Canaveral, on les démonte en 4 segments, on les nettoie, et on vérifie surtout si les joints toriques de chaque booster n'a pas fui, parce que, rappelez-vous, c'était la panne qu'il y avait eu sur Challenger. Donc après chaque accident, bon, c'est vrai que les accidents sont graves et sont des moments de tristesse importants, mais chaque accident permet
de faire avancer un petit peu la science et de faire avancer notre connaissance. Donc, après chaque vol, on ramène ces boosters pour en faire le fait que la navette elle est partiellement réutilisable. On réutilise la navette, ses moteurs cryogéniques, ainsi que les boosters à poudre. La seule chose que l'on perd, c'est le gros réservoir orange, qui est un réservoir à hydrogène-oxygène, qui lui est très haut, on le largue très très haut, il va rentrer dans l'atmosphère, il va brûler en rentrant dans l'atmosphère. Donc vous avez vu la séparation, et c'est la première phase de décollage. Les vibrations sont assez importantes au décollage pendant les premières 30 secondes. Ça vibre tellement qu'on n'arrive même pas à lire les écrans. Donc s'il y a des choses graves qui se passent, il vaut mieux ne pas agir tant qu'on n'est pas sûr d'avoir identifié la bonne panne. Alors, dans le panorama spatial d'aujourd'hui, il y a bien sûr la navette, le Soyouz, il y a la station spatiale, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont dans l'espace. Donc le Progress russe, c'est une copie du vaisseau Soyouz, mais il est automatique. Et quand il rentre dans l'atmosphère, les parois sont fines, donc il va brûler dans l'atmosphère. Donc on l'amène vers le haut pour amener du matériel vers les astronautes, donc de l'eau, de l'oxygène, des expériences, de la nourriture. Et quand il rentre, quand il est vide, quand on l'a vidé, nous, on le charge un petit peu comme une poubelle, il rentre dans l'atmosphère. Donc quand vous voyez des étoiles filantes parfois, ne pensez pas à une chose trop romantique. Ça peut être un peu nos détritus spatiaux. Le HTV, qui est la même chose, c'est la même chose que la TV, simplement le HTV, il est lancé par une fusée japonaise du Japon, il arrive à côté de la station, et lorsqu'il arrive à côté, on va le chercher avec un bras robotique pour le mettre sur la station. C'est du bursting, c'est pas de l'arrimage comme nous on fait avec la TV, ou le Soyuz, ou le Progress. On va juste le chercher, on va l'aider. C'est un système qui marche bien et qui repose sur un bras robotique, bien sûr. Et la TV, qui est le vaisseau de transfert automatique européen, qui a décollé 5 fois avec succès, qui ne décollera plus parce qu'on a arrêté la fabrication et qui marche bien. Donc tous ces 3 éléments, c'est pour monter du cargo et redescendre en tant que poubelle. Pour ce qui est de la NASA a été dans l'espace pendant des années avec différents véhicules, différentes fusées. En dernier lieu, c'était la navette. Et maintenant, la NASA a dit maintenant, l'accès à l'orbite basse, on sait le faire, on le laisse à des sociétés commerciales qui feront leur business. Et nous, NASA, on ira vers l'exploration lointaine, vers la Lune, vers Mars ou vers les astéroïdes. Donc il y a 2 projets en concurrence, qui risquent de marcher ensemble d'ailleurs, on peut avoir les 2 possibles, qui sont des vaisseaux commerciaux. L'un, c'est SpaceX Dragon, qui est le fameux Elon Musk, qui fait aussi les voitures Tesla et qui fait aussi le train supersonique. Et le Cygnus, qui repose sur un lanceur russe, qui a explosé d'ailleurs, je crois, en début d'année dernière. Pour tout ce qui est pour amener les humains dans l'espace, vu que la navette a arrêté, dans la station spatiale, il ne reste plus que le Soyouz. Donc le Soyouz permet de monter, de descendre, mais également de servir de chaloupe de secours si on a un problème dans la station. Donc si on a besoin de rentrer rapidement, on rentre avec le Soyouz à tout moment. Pour tout ce qui est équipage, les développements sont le choix entre 4 objets qui sont Blue Origin, Sierra Nevada, SpaceX, le même que celui que tout à l'heure, et le Boeing pour Cygnus. Ça, c'est pour l'arrivée des équipages en orbite basse. Ça se fera vers 2017 environ. Pour tout ce qui est exploration lointaine, la NASA a développé cet ensemble qui s'appelle Orion, qui a une capsule beaucoup plus large. C'est pas comme un Soyuz, c'est beaucoup plus large. On peut mettre 6 personnes à l'intérieur, 5 ou 6 personnes à l'intérieur. Et ce système est assez complexe. La NASA a donné son accord pour que nous travaillions en coopération, l'Agence spatiale européenne et la NASA, pour faire cette fusée Orion et cette capsule Orion, grâce à notre succès sur la TV. Donc vous voyez, le fait qu'on ait travaillé en coopération nous a permis de travailler de façon économique, mais le fait d'avoir bien réussi notre exercice nous permet de travailler main dans la main avec les Américains dans ce lanceur du futur et dans cette capsule du futur qui nous permettra un jour d'avoir un Européen sur la Lune ou sur Mars. Pas sur Mars ici, mais Mars l'autre. Alors je ne peux pas parler non plus de tout ce qui est dans l'espace aujourd'hui sans parler des Chinois. Vous voyez la station spatiale chinoise qui est en construction aujourd'hui, une station qui est en étoile. Alors j'ai mis juste derrière la station russe pour que vous voyez quand même c'est une bonne similarité. Donc on dit souvent que les Chinois copient sur les autres éléments existants, comme ils font pour Airbus. C'est vrai, mais ils le font de façon différente. Et aujourd'hui, les Russes, l'agence spatiale, pas russe, mais chinoise, sont les seuls qui ont été dans l'espace sans accident. Ils ont fait des missions, comme ils l'ont dit, ils ont fait des missions avec 1 personne, 2 personnes, les sorties extravéhiculaires, et ils vont
ils vont de façon certaine vers un succès assez important et ils seront peut-être sur la Lune avant tout le monde. C'est pour ça que la façon de ce que vont faire les Chinois dans l'avenir risque de commander un petit peu nos choix stratégiques pour le futur. Alors pour le futur, aujourd'hui nous avons une station spatiale avec 5 partenaires qui sont la NASA, les Russes, les Européens, et les Canadiens et les Japonais, donc 5 pays différents, 5 agences spatiales différentes, sur lesquelles pourraient se greffer les Chinois, qui seraient numéro 6, et les Indiens. Ce sont les 2 grands pays qui ont beaucoup d'argent et beaucoup d'ingénieurs, qui ont exprimé leur souhait de coopérer avec cette station spatiale internationale. Après quoi, on pourrait aller sur la Lune avec ces 7 pays-là, donc ensemble, non pas un drapeau d'un pays, mais un drapeau Terre sur la Lune. Ensuite, aller sur Mars, également avec ces 7 pays-là. Mars, parce qu'on a besoin de savoir s'il y a de la vie sur Mars, si la vie a disparu, sachant qu'il y a des similitudes entre le Mars et la Terre, protéger un petit peu la Terre par cette connaissance de Mars. Astéroïdes, c'est très important pour 2 choses. Les astéroïdes regorgent de matériaux précieux et de matériaux importants, de minerais importants nécessaires pour les terriens, mais aussi parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé en Sibérie il y a 1 an et demi ou 2 ans, les chocs d'astéroïdes arrivent fréquemment sur Terre et on a tous les siècles 2 chocs importants d'astéroïdes qui sont assez dramatiques. Et celui qui est tombé sur la Sibérie serait tombé sur Paris, par exemple, ou une grande ville, la ville aurait été détruite. L'astéroïde est quand même suffisamment puissant pour faire une explosion nucléaire qui détruit une ville importante. Donc c'est aussi une capacité d'amener des astronautes vers l'astéroïde pour pousser l'astéroïde de sa trajectoire et que la trajectoire évite la Terre. Donc on travaille dessus en ce moment avec un petit groupe, principalement américain, mais c'est une idée qui se forge de plus en plus. Les points de Lagrange sont des points d'équilibre. Par exemple, il y a 5 points de Lagrange entre la Terre et la Lune. Il y en a un, c'est le point où vous avez la même gravité du côté de la Lune, du côté de la Terre, donc vous êtes un peu plus près de la Lune. Mais à ce point-là, vous êtes en équilibre instable, mais c'est le seul endroit où on peut être sans faire une rotation autour de la Lune ou de la Terre. Vous êtes juste là dans l'espace. Sinon, il faut être en transit, en trajet, ou bien en orbite. Et l'autre, c'est les stations solaires, qui sont des stations spatiales, qui est un projet qui avait été travaillé par l'EDF il y a longtemps, qui consiste à mettre des stations spatiales autour de la Terre, qui récupèrent l'énergie solaire. Là-bas, il n'y a pas de nuages, donc on a du soleil comme on veut. On transforme l'énergie solaire en micro-ondes et on bime les micro-ondes vers des stations de réception qui seraient en mer et qui retransmettraient cette énergie solaire vers les pays différents. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais imaginez-vous dans 2 ou 3 siècles, quand on n'aura plus de pétrole, ni d'uranium, ni de plutonium, on sera bien content de trouver de l'énergie là où on peut. Donc ces projets sont quand même à garder en tête pour le futur. Dans le panel européen, j'ai parlé de l'ATV, du module Columbus, mais il y a également les astronautes. Donc vous avez ici les astronautes qui ont été recrutés en 92 comme moi. Donc aujourd'hui, ce sont les Space Cowboys. Donc ils sont là. Et les 6 que j'ai recrutés, qui sont ici. Et dans ces 6, lui a volé en premier, qui est italien. Lui, allemand, il a déjà volé. Samantha s'est posée hier, ou ce matin. Lui, ensuite, c'est le Danemark qui va voler bientôt. L'anglais va décoller aussi bientôt. Et le français va décoller. Thomas Pesquet, il va décoller l'année prochaine, en fin d'année prochaine. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, c'est à vous de poser des questions.